Il y a environ 2000 ans, la première grande civilisation de l'Europe occidentale disparaissait, engloutie par le raz-de-marée de l'invasion romaine. La mer, qui fut l'instrument de sa puissance, a jalousement conservé les secrets de ce peuple oublié. Le vieux fort Saint-Jean, qui veille sur le port de Marseille, regorge de trésors arrachés à la mer Méditerranée. Ces réserves sont celles du département des recherches archéologiques sous-marines, dont la mission est l'étude et la conservation de ces précieux témoins de notre histoire. En se rendant à son bureau ce matin de septembre, Luc Long, son conservateur, ignore encore que le document qui l'y attend va l'entraîner dans une aventure archéologique de longue haleine. Et Michel, viens voir un peu la cassette que j'ai reçue là, de Deleuze. Il m'a trouvé une épave profonde. Regarde. C'est pas une épave étrusque, ça? Et t'es fait où, ça? Il m'a dit que c'est du côté des îles d'Hyères. Il y en a combien, là? Je sais pas, 60, 70. C'est un prix d'assez haut, mais c'est des picâtres, ça, c'est des amphores étrusques, c'est clair. C'est vraiment homogène, en plus. Septième siècle avant Jésus-Christ. L'Égypte, l'Asie mineure et la Grèce rayonnent sur le pourtour oriental de la Méditerranée. Dans sa partie occidentale ne vivent que de petits peuples isolés qui ne connaissent encore qu'un niveau de culture archaïque et villageoise. À une exception près. Sur la péninsule italienne, une civilisation unique s'épanouit. Installés au cœur des richesses minières et agricoles de l'actuelle Toscane, les Étrusques développent une culture originale et raffinée. Grands navigateurs, ils s'enrichissent des échanges constants qu'ils entretiennent avec les autres peuples. Pendant plus de 5 siècles, ils vont ainsi jouer un rôle de passeurs entre l'Orient civilisé et l'Occident barbare. Octobre 2000. Un mois après la découverte du site, un bateau de la Comex, une société spécialisée dans les travaux sous-marins, met le cap sur l'ouest de Grand Ribot. C'est à quelques encablures de cette petite île au large de Porquerolles, par 60 mètres de fond, qu'ont été repérés les amphores. Henri Deleuze, le président de la Comex, a découvert le site. Son intérêt pour l'archéologie sous-marine l'a poussé à mettre ses moyens techniques au service de Luc Long pour cette première fouille. Ok, Popov, on enlève la bâche. Passerelle de plage arrière. Moi, j'espère une chose, c'est que ils sont bons en fermeture de porte. C'est énorme. Popov, regarde, là, il y a 10 amphores sur 1 mètre carré.
La première opération consiste à dégager les amphores des algues et de la vase qui les entoure à l'aide d'un énorme ventilateur, le blaster. Le temps est compté. Vu l'importance des moyens mis en œuvre, Luc Long ne dispose que de 15 jours pour mener à bien cette première campagne. Okay, on fait une première passe principale à 2,50 m dans l'axe de l'épave, ici. Avec cette attitude, on devrait avoir l'ensemble de l'épave en 3 passes. La seconde phase consiste à repérer avec précision la position de tous les éléments avant d'intervenir sur le site. Cette campagne est l'occasion de tester de nouvelles techniques de fouilles robotisées qui pourraient à l'avenir permettre l'exploration des épaves profondes. Un terrain entièrement vierge s'ouvrirait ainsi à l'archéologie sous-marine. Les amphores s'étalent sur une surface de 16 mètres de long pour 8 de large. Mais au fil du temps, avec la destruction des bois du navire, les courants ont dû disperser son chargement sur le fond. Les archéologues pensent qu'il doit s'agir d'une petite embarcation d'une dizaine de mètres. Les rares traces d'épaves étrusques découvertes à ce jour suggèrent en effet des navires de cette taille. Mais lorsqu'Henri Deleuze remonte de sa plongée, ses observations au fond viennent contredire cette théorie. Entre ce qu'on voit sur les images du ROV Tu comprends et les rien, images au ROV. fond, Tu peux pas comprendre. est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les images au ROV C'est une très grosse et la épave préhension en du place. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être 2 couches d'amphores. Tu penses 2 couches, mais tu pense. n'as plus le... Ben, à la Bord sonde, ça sonne tellement sec que je ne pense pas que ce soit du bois. Les amphores sont dans le sable, dans la base, ouais. et elles sont verticales. Il y en a une pleine couche, hein, elles se touchent les unes les autres. Là, je suis complètement épaté. Ça serait la première fois. Donc l'hypothèse d'un bateau qui serait dilaté et qu'il faudrait réduire aujourd'hui à 9 mètres de long, non, on reste sur un gros cargo. Quoi. Pour l'époque, en tout cas, C'est un gros bateau. Si ces observations devaient se confirmer, il pourrait s'agir d'une découverte extraordinaire. En effet, si nous savons par les textes grecs que les Étrusques étaient de grands navigateurs, nous ne disposons que de quelques rares représentations pour imaginer l'architecture de leurs navires ou l'importance de leur cargaison. Après plusieurs jours de préparatifs sur le site, les archéologues sont enfin prêts à remonter le matériel. On part pour un bon 10 minutes au fond. 10 minimum, 15 maxi. Moi, je fais le cadre en premier. Tu fais le cadre en premier, voilà. Tout ce qui est autour marqué. D'accord. Et le numéro avec l'amphore, si possible dedans. Maintenant, on s'y retrouvera si ça sort de l'amphore, mais tu le mets surtout dans le panier. Ça marche. Ça marche. À 60 mètres de fond, le temps de travail est limité à 15 minutes par plongée. Mais les premiers résultats sont encourageants. Ce sont les mêmes types d'enfants. Oui, ça c'est donc on a tout à fait affaire au même type. Elles sont vraiment très semblables. On voit que le potier là, il a une facilité à standardiser les modèles. Donc ce sont les modèles qu'on va apparaître à la fin du 6e. Tu vois, la lèvre commence à se dégager, elle est assez haute. C'est un modèle qui va naviguer aussi, si j'ose dire, dans le 5e siècle. Ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, là, même les fragments que je vois, ça confirme aussi, ça corrobore ce qu'on a vu sur les images, c'est toujours le même type d'amphore. Il semble bien s'agir d'une cargaison commerciale d'amphores étrusques vieilles de 2500 ans. La quantité et l'homogénéité du chargement en font déjà une découverte majeure. Mais les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. Je ne sais pas encore ce que c'est, ça. C'est ce qu'on voyait sur les images. On dirait des plateaux de balance ou des fonds de vase. C'est très fin. C'est du cuivre, c'est du bronze, c'est très fin en tout cas. Oui, c'est plus pensé à des vases de marchandises. En fait, je sais pas ce que c'est. Il va falloir le mettre dans de l'eau douce, là, tiens. Et puis le faire analyser de près, le dégager tu vois, au pinceau.
Regardez ce que ça pouvait être. T'as nos bouchons, regarde. Intact. Parfaitement bien conservé. Très épais encore. C'est du liège, hein, c'est ça? Oui, liège. Ouais, C'est ça, incroyable. c'est la première Ces bouchons de liège constituent une découverte unique à ce jour. Des traces de poids permettent à Luc d'identifier le contenu des amphores, du vin, l'une des denrées principales du commerce méditerranéen de cette période. Il semble avoir fait partie de la culture étrusque, mais seules les fouilles peuvent nous en apprendre davantage, car les informations de première main font cruellement défaut. Un des problèmes majeurs avec la culture étrusque, c'est qu'elle comporte de grandes lacunes, un grand vide. En effet, bien que les Étrusques aient maîtrisé l'écriture, nous disposons même de milliers d'inscriptions provenant d'Étrurie, il semble qu'ils n'aient pas écrit leur propre histoire, comme nous avons l'histoire romaine de la main des historiens romains, ou l'histoire grecque racontée par de nombreux historiens grecs. Les Étrusques semblaient limiter leurs écrits à des questions de religion. Et comme nous ne possédons pas ces informations, la mémoire même des Étrusques en tant que nation s'est estompée progressivement après la conquête romaine. C'est un peu de cette mémoire qui ressurgit du fond des mers avec chaque pièce de la cargaison. Elle est en dehors du cadre. Chaque nouvelle remontée confirme qu'il s'agit d'un chargement d'une importance exceptionnelle. Jamais on n'avait retrouvé une telle épave vierge de tout pillage en Méditerranée. Les estimations pour cette cargaison sont déjà passées d'environ 70 amphores à plus du double. Les archéologues sont désormais confrontés à un problème d'organisation. Les jours s'écoulent et risquent de ne pas leur laisser le temps nécessaire pour récupérer tout le matériel. Ça, Denis, c'est une coupe bloche C, céramique attique, fin 6e, début 5e avant. Ah ouais, ça c'est une coupe grecque. Mais on en trouve beaucoup en Étrurie, c'est normal qu'ils en aient. Au contraire, ils aiment ça. On va peut-être raffiner, peaufiner, mieux serrer la chronologie en tout cas avec ça. Ça c'est génial. On trouve fréquemment ce type de poterie sur les sites étrusques. Elle témoigne de la richesse des importations réalisées par ces derniers et de leur fascination pour les modèles grecs. Stop! Voilà. Regarde, il y a une marque. Ouais. Ça appartenait à un marin. Il y a une lettre là-dessus. Une croix, une lettre qui est en forme de croix. Et la prononciation, la phonétique étrusque, on ne la connaît pas du tout. Il faut vraiment demander l'avis des épigraphistes étrusques comme Colonna et d'autres qui pourront m'éclairer là-dessus. Mais enfin, pour l'instant, la seule chose qui m'éclaire, c'est cette loupe électrique. C'est en partie à cause de leur langue que les Étrusques restent aujourd'hui encore un peuple énigmatique. Ils n'ont commencé à écrire qu'au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont alors emprunté aux colonies voisines l'alphabet grec qu'ils utilisaient généralement de droite à gauche. Mais l'étrusque n'est apparenté à aucune langue ancienne connue. Et si on sait aujourd'hui déchiffrer certaines inscriptions courtes, souvent des noms propres qui signent l'appartenance d'un objet,
les textes plus longs restent encore obscurs. La lingua rimane poco conosciuta, non possiamo dire, non è un mistero. La langue étrusque est très peu connue, mais cela n'a rien de mystérieux. Il lessico, cioè i valori semantici. Si c'est une langue très peu connue, c'est que nous ne pouvons reconstituer son lexique, ses valeurs sémantiques, qu'à travers la comparaison avec des textes de la même langue, ou avec des textes d'autres langues que nous connaissons déjà, en supposant à tort ou à raison qu'ils disent les mêmes choses. En fait, nous construisons des bilingues un peu artificiels. Pourtant, il existe aussi de vrais textes bilingues, mais ils sont très rares. Nous avons trouvé ici à Pirgi un texte très important. Il s'agit de l'acte de consécration du temple ou de l'ensemble du sanctuaire dédié à la déesse unie par un roi de Caérée. Ce texte est écrit en étrusque et en phénicien. Au niveau linguistique, on s'aperçoit qu'ils disent certainement les mêmes choses, mais la construction des phrases est différente. C'est pourquoi les progrès que ce texte nous a permis d'accomplir ont été bien moins importants que ce que nous avions imaginé initialement. Nous sommes encore loin du but. Alors Luc, on y va. Ah ok. La campagne se termine bientôt et une question demeure posée. Y a-t-il vraiment quelque chose sous la première couche d'amphore mise au jour ? C'est quand même un coin ici, relativement avec de la vase relativement molle. Si 2600 ans après, tu vois une première couche qui est découverte dans 20 cm, s'il n'y avait eu qu'une couche, moi je pense qu'elle aurait été très profonde. Hein. Voilà, je pense. Bon, ce qui est un peu étonnant, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de témoignage que ces amphores pouvaient s'empiler en fait, sur les bateaux. Ça serait la première fois, mais bon, après tout, on n'est pas au bout de nos surprises et pourquoi pas là aussi il faut que tu fasses un petit sondage. Il faudrait le prouver sur 2 ou 3 mètres carrés. Il faut choisir, il faut avoir un moyen. On va voir ça avec Mais tu crois qu'on a le temps de faire ça d'ici la fin de la mission? Ça se rapproche, il nous reste quelques jours. Mais il ne faut pas trop en découvrir. Il vaut mieux récupérer. Oui, mais en même temps, il faut savoir ce qu'elle a dans le ventre. C'était pas. D'accord, il faut faire du microblaster, de la chirurgie sur les plats en cuivre, les plats en bronze, et sur le reste, il faut faire un coup de chirurgie blaster fixe. Luc a décidé d'effectuer le sondage sur la zone où ont été trouvées la coupe portant l'inscription et les objets en bronze. Il espère ainsi explorer l'endroit du navire où étaient situés les locaux de l'équipage, mais aussi la partie qui semble la plus variée du chargement. Plage arrière, le blaster à descendre. 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre donné à la descente. On va voir si on est vraiment dessus. Voilà l'hélice, elle est juste à côté. Bien reçu, 15 mètres de mou. Laisse-le, on va voir. Laisse-le, on va voir ce que ça donne. Bien reçu, blaster démarré à 10%. Voilà. 3 nouvelles couches d'amphores parfaitement agencées apparaissent sous la vase. Ce que les archéologues pressentaient se confirme. Ils ont tout simplement mis la main sur la plus grosse épave archaïque jamais découverte. Il y a plus de 200 enfants. J'ai beaucoup de fatigue en perspective. Devant un tel gisement, les questions se multiplient. Et si le navire était encore présent sous les amphores? De quel port était parti ce bateau? Où se rendait une cargaison si importante? Et à qui était-elle destinée? Henri et Jean-Claude font une dernière découverte. Et là, c'est bien parce que c'est un ascos, c'est un vase pour contenir de l'huile ou des parfums. Et qui date de la fin, moi je dirais plutôt début 5e, tout début 5e, parce que ces formes apparaissent au début 5e de la Goa d'Athènes, mais le décor fait partie des écoles à la figure noire de la fin du 6e. 2 personnages au repos. C'est un très joli vase. Même que là, dommage. Cette première fouille s'achève
et Luc doit quitter le site en y laissant par 60 mètres de fond toutes ses interrogations. Il doit maintenant compter sur l'analyse des objets récupérés pour tenter de reconstituer l'histoire du navire. Sur le Lascaux que je t'avais montré, là, le petit vase là, avec les deux athlètes. Là. Et j'ai trouvé à Chervétéry, parmi la statuaire, il y a un jeune homme en terre cuite qui a également les jambes croisées. Alors, il est issu sans doute, il est influencé par un gisant grec en marbre du temple d'Égine, qui a les mêmes jambes croisées, mais la position des bras n'est pas la même. Et sur notre jeune homme de Chervétéry, en fait, il y a le coussin qu'on a exactement sur l'un de nos personnages. Là, le bras droit est posé sur la cuisse, c'est exactement ce qu'on a sur l'autre personnage. Franchement, voilà, ça fait un moment que je bataille dessus, le coussin, le bras replié, c'est ça, quoi. Il y a vraiment une piste entre ce décor de vase et la ville de Caéré-Chervétéry. En tout cas, sa stature est en terre cuite. Une analyse de la pâte des amphores est venue confirmer la piste que suggérait Lascaux. Elles ont probablement été produites dans la région de Pyrgi. Cette ville d'Étrurie méridionale était au VIe siècle avant Jésus-Christ le port de la grande cité étrusque de Caéré, devenue aujourd'hui la petite ville italienne de Chervétéry. Or, des fouilles sont en cours à Pyrgi sous la direction du professeur Giovanni Colonna, grand spécialiste des Étrusques. Toutes les amphores sont de type Pi4. Du même type. Ceci va à l'encontre de la théorie des chargements multiples que les bateaux auraient effectués le long de leur route. Celui-ci est un chargement homogène. Et il n'y a même pas une seule amphore grecque. Oui, c'est très important, parce que vous savez que la découverte de l'épave du Giglio a accrédité la théorie des chargements multiples. Commerce mixte. Oui, il y a sûrement eu du commerce mixte, mais il ne doit pas exclure le commerce direct. Alors, en particulier pour la production du vin étrusque. Parmi les vins appréciés à l'époque, il y avait le vin de Caéré, qui était considéré comme un vin pour privilégier. C'était une production assez limitée, mais c'était un vin très raffiné. À quelques pas de là, ces blocs de pierre sont tout ce qui reste du grand port de Pyrgi. Il y a 2500 ans, c'est sans doute bien d'ici qu'un navire étrusque chargé d'amphores de vin de Caéré a pris la mer pour une destination qu'il ne devait jamais atteindre. La seule inscription, donc, pour l'instant que nous avons, pose toujours un problème d'identification. En fait, Claude Vatin est le seul, pour l'instant, qui m'a donné une hypothèse de lecture. Il lit en grec, de droite à gauche, c'est un pi, alpha, gamma, là c'est omicron, et puis il pense à un sigma, P-A-G-R-O-S, pagros, qui est le poisson connu en latin sous le nom de pagrus, qui a donné en français le pagre, je ne sais pas en italien comment on dit, le pagre, qui a, vous savez, une tête très, très plate, là, très inclinée, et il pense que le cartouche donne la forme du poisson, et que le omicron ici sert en même temps d'œil, c'est l'œil du poisson. C'est séduisant. Oui, il y a une lettre de forme circulaire qui semble être un O. Le omicron grec, mais il pourrait aussi bien s'agir d'un θ étrusque. Et je n'arrive pas à lire les autres lettres. Il y a aussi des possibilités que des gens aient écrit sans savoir écrire. Ils ont essayé d'imiter quelque chose. Oui. Malheureusement, ce n'est pas une inscription évidente du tout. Bon, elle garde son secret, mais... Dans les ateliers voisins, on regroupe et on traite les objets retrouvés sur le site. Au VIe siècle avant Jésus-Christ,
cette région de l'Étrurie méridionale vivait son apogée. De nombreux témoignages archéologiques l'attestent. Ils nous laissent entrevoir les richesses d'un peuple cultivé et raffiné, l'habileté de ses artisans dans le travail des bronzes et des céramiques. On peut déceler dans ces objets une assimilation subtile de multiples influences, les traces d'une culture originale, ouverte sur le monde et riche de ses échanges. Les Étrusques ont été de grands médiateurs entre les centres moteurs des civilisations de leur temps, c'est-à-dire le monde grec et, derrière le monde grec, le monde oriental. Pendant les premiers siècles de leur civilisation, les Étrusques ont d'ailleurs eu des rapports plus étroits avec le Proche-Orient qu'avec la Grèce. Pendant leur période de plus grande prospérité, les Étrusques sont les médiateurs par excellence dans le domaine culturel et commercial. Entre les centres les plus civilisés de leur temps, qui sont proches de la mer Égée, au Proche-Orient et au Levant, et les peuples du reste de l'Europe, qui sont pour ainsi dire des barbares. Les Grecs considéraient d'ailleurs les Étrusques comme des demi-barbares. Les nécropoles de la ville de Caéré s'étendent sur plus de 400 hectares. Des énormes tumulus surgis de terre il y a 2600 ans. Creusés dans le tuf, certains atteignent jusqu'à 50 mètres de diamètre. Ils inscrivent pour l'éternité dans le paysage la puissance et l'orgueil des princes étrusques. Autour d'eux s'étendent des sépultures plus simples, presque standardisées, qui caractérisent l'émergence massive au VIe siècle avant Jésus-Christ d'une classe moyenne enrichie par le commerce florissant. À cette époque, les Étrusques dominent l'Italie et rayonnent dans toute la Méditerranée. Aujourd'hui, cette véritable ville des morts, avec ses rues, ses places, reflète ce que devait être l'agencement de la ville des vivants. On peut y lire les diverses influences dont se nourrit la cité étrusque. L'apparition des rues à angle droit selon le modèle grec, les moulures d'inspiration orientale qui ornent les tombes. L'intérieur des tombes imite aussi celui des habitations privées, avec ses halls d'entrée, ses chambres, ses vestibules où l'on voit très clairement apparaître les caractéristiques de la future maison romaine. La tombe des reliefs est couverte de stucs peints et nous fait pénétrer dans l'univers quotidien d'une grande famille de Caéré. D'autres, à Tarquinia, nous font découvrir les préoccupations de la classe dominante. Scènes de banquets ou de symposia où l'on se réunit pour boire le vin. Omniprésence de la musique qui rythme toutes les activités. Goût prononcé pour la danse et la lutte. Les Étrusques organisaient régulièrement des jeux panétrusques. Autant d'activités imprégnées des cultures de la Grèce et du Proche-Orient, mais qui s'expriment ici sous une forme originale. On y découvre également que certains traits culturels que l'on tenait pour romains existaient déjà chez les Étrusques bien avant leur assimilation. Jeux du cirque, théâtre et courses de chars par exemple. Certains des objets retrouvés dans les tombes, comme ce sarcophage de terre cuite de la fin du VIe siècle conservé au musée du Louvre, nous éclairent sur le degré d'accomplissement de la culture étrusque. Dans les monuments funéraires de l'Antiquité, on a le plus souvent affaire à des figures isolées. Ici, c'est un couple qui est représenté dans une posture de banquet. L'homme y regarde amoureusement la femme, la main droite posée sur son épaule.
Elle s'appuie avec confiance sur son compagnon. Ils sont, et pour l'éternité, résolument un couple. La femme étrusque est ainsi placée sur le même plan que l'homme. C'est un objet intéressant parce qu'il nous plonge dans une atmosphère qui est quand même totalement différente de celle des scènes de banquet que l'on peut voir représentées par exemple dans la céramique, par ailleurs dans la céramique grecque, donc qui nous parle des banquets grecs, dans la céramique attique ou corinthienne, où on voit que finalement le banquet grec est vraiment uniquement une affaire d'hommes et où les femmes n'interviennent qu'à titre en réalité n'interviennent que comme musiciennes ou comme courtisanes. On peut trouver un autre témoignage du statut privilégié des femmes en Étrurie dans le système onomastique. L'étrusque ajoute souvent le matronyme, c'est-à-dire le nom de la mère. Vous n'êtes plus seulement fils de monsieur un tel, mais aussi fils de madame un tel. À partir donc du moment où une femme a non seulement un nom de famille, mais aussi une individualité à l'intérieur de cette famille, cela veut dire certainement qu'elle avait un statut privilégié par rapport peut-être à la femme grecque ou à la femme romaine, qui quand même s'efface toujours finalement devant son mari, sa famille. Quelques semaines dans l'eau douce, après 2500 ans passés sous la mer, c'est le régime universel prescrit par les archéologues pour dessaler et nettoyer ce type d'objet. 2 mois se sont écoulés depuis la première fouille et ce matin, au fort Saint-Jean, le traitement se termine pour les derniers exemplaires étrusques. Jusqu'à la découverte de cette épave, personne n'avait imaginé que ces amphores pouvaient s'empiler. Comme il possède une bonne 50aine d'exemplaires intacts et les photos du sondage, Luc imagine une séance de reconstitution en taille réelle d'une partie de la cargaison. Ici, là. Non, ici, là, non, pas non. Mets une autre couche devant. Ramène celle qui est derrière toi, Jo. Mais fais gaffe, elle est fendue, hein. Ah, là. Par exemple, celle qui a l'usure, là, tu vois. Elle est bien, là. Normalement, si elle est bonne, l'usure, elle va tomber au niveau de la lèvre. Tu vois, là, l'usure est juste au niveau de la lèvre. C'est... au niveau, comme sur les parts. D'accord. Alors la hauteur, ça donne là Ils sont là, regarde. La top, j'y suis là. Voilà, 160, 159. Voilà. C'est bon. Avec 5 couches, on arriverait à 1m60 d'eau. Vu le nombre d'amphores qu'on a au mètre carré, là, au moins déjà sur 4 couches seulement, et la dimension du bateau, plus de 20 mètres, en fait, on arrive à un truc qui dépasse 30 tonnes. Donc c'est déjà un des plus gros bateaux de commerce pour l'époque archaïque. 30 tonnes, de l'ordre de 700 à 800 amphores. Donc c'est quand même phénoménal. Tu vois, avec les serments, à chaque zone de contact où il y a les usures, je pense que là, ils avaient dû mettre du serment, parce qu'on en a retrouvé pas mal sur les pages. Alors, des trucs comme ça. Il y a qu'à le bourrer, ouais. C'est bon là? Aucun moyen de mettre ni la vaisselle, les plats en terre cuite, ni les bassins en bronze entre les amphores. Donc à tous les coups, c'était effectivement où on les a trouvés, c'est-à-dire empilés au-dessus dans des caisses, mais sans possibilité de ranger ça, tu vois, on peut à peine passer une main. Donc aucune possibilité de ranger ça entre les amphores. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, mais tu as vu qu'il y en a qui en démarquent? J'ai déjà vu ça. Quoi, ça je croyais que c'était une... Enfin oui, c'était une usure en fait. Mais c'est la seule. Une autre ici. Là. Ah, tiens, encore une? Ouais, mais je croyais que c'était des trucs quand on les avait remontés, mais ça a l'air ancien. Ah non, elles ont pris dans les filets. Ça pourrait pas être des traces d'usure d'un bout, tu vois, qui l'entaille. Ouais, moi j'en ai une autre ici, là où j'avais la main. Ah, attends, regarde, colle. Voilà. Et là, ça prouve que c'était attaché vers le bas, et ça passe ici. Ah ouais, voilà, je te le tiens là, exactement sur la pince, là, et ça cisaille là. Fais le tour, ouais. Là, ici. Voilà. Cette découverte mérite vérification. S'agit-il d'un cas isolé ou d'une technique éprouvée? Pour en avoir le cœur net, Luc descend vérifier dans les réserves du fort si les amphores étrusques issues de fouilles précédentes portent elles aussi des marques similaires. Il n'y en a pas non plus? Non. Tiens, regarde, c'est là. Tiens, regarde.
Super. Ouais, en plus, celle-là, ça fait au moins 30 ans qu'on l'a, elle ne vient pas de l'épave, là c'est sûr, hein. C'est une isolée. C'est incroyable parce que c'est un système qui a été développé, quoi. Ça ne tient pas simplement à l'épave, quoi. On le trouve sur ces amphores-là. Luc a encore une énigme à résoudre. Une question l'obsède. Où se rendait le navire avant le naufrage? La tradition littéraire grecque les définit d'ailleurs comme une thalassocratie, en référence à un temps où ils étaient les seigneurs de la mer. Nous avons au fil du temps une chaîne ininterrompue de témoignages, des produits de leur artisanat, qui attestent leur présence de la Sicile à Carthage en passant par la Gaule. Bref, il y a un grand éparpillement jusqu'à la péninsule ibérique de matériel et de témoignages étrusques. Les amphores en particulier ont alimenté cette image de l'omniprésence des Étrusques en mer. La variété des destinations du trafic étrusque ne facilite pas la tâche de Luc. Mais l'emplacement du naufrage et la nature de la cargaison lui semblent pointer vers la Gaule. Suivant cette hypothèse, il se rend à Latte, près de Montpellier, où des archéologues ont mis au jour les vestiges d'un grand port lagunaire qui a révélé les traces d'une forte présence étrusque au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dès l'origine, c'est un lieu qui a été fondé ici au bord d'un étang parce que les bateaux pouvaient y arriver et que les gens ont profité de ces contacts faciles pour développer ici un gros centre portuaire qui s'est développé au cours de l'âge du fer. Et là, ça démarre avec cette période étrusque, puis ensuite, ça va passer aux Marseillais, puis aux Italiens, puis aux Romains. Et il y a toute l'histoire du commerce maritime là, qui est inscrite dans la stratigraphie. Alors l'époque qui nous intéresse, disons fin 6e, début 5e, on va dire autour de 500. Là, le port fonctionne, distribue encore des marchandises étrusques à l'intérieur du pays. Oui, ça se voit très bien, ça. Enfin, en fait, on est à la période de fondation. Hein. Au moment de ton épave, c'est la période où le site est fondé et où démarre cette activité, mais ça démarre tout de suite en grand, puisque tout le rempart est construit à ce moment-là. La ville a plusieurs hectares dès l'origine, et on voit très bien l'impact de cette création sur l'arrière-pays. Hein, quand on compte les amphores étrusques à cette époque-là, il y en a beaucoup plus dans l'intérieur, là, autour de Latte, dans un cercle autour de Latte, qu'il y en a à Marseille même, ou même en Languedoc. Et certainement, c'est en liaison avec un trafic régulier dont ton épave pourrait être une trace, quoi. Ça, c'est l'entrée. Voilà, là, c'est une des entrées anciennes et on est tout au bord de la lagune. En fait, le milieu a beaucoup changé. Hein. Tout ça s'est comblé avec les alluvions. Aux arbres, là, on est à la lagune dans l'Antiquité. Donc les bateaux arrivaient à ce niveau-là. Donc les bateaux, ils devaient arriver sur une plage quelque part par là avant que plus tard soit aménagé un port en dur. Donc c'est le cas typique du site portuaire où tu as des intermédiaires étrangers qui vont venir faire le commerce avec les indigènes. C'est ça. Contre le rempart, on a sondé une partie où il y a 2 pièces et une sorte de magasin. Voilà, une sorte de magasin assez étroit contre le rempart qui était bourré d'amphores étrusques écrasées sur place. Et il y en avait une douzaine là-dedans. Et on a vraiment l'impression que c'est du stockage spécialisé pour la vente, quoi. Les fouilles ont même livré des signes de l'installation de négociants étrusques dans cette région de la Gaule, dont les ressources en cuivre et les dépôts d'objets en bronze intéressaient particulièrement les artisans d'étrurie. Et ça, l'intérêt, c'est évidemment que ceux-là sont signés, portent des graffitis. Il y a des marques, là. Voilà, c'est des graffitis d'appartenance, probablement. Mais alors, du coup, si c'est écrit en étrusque, ça veut dire quoi? Alors, c'est des gens du coin qui ont écrit en étrusque ou c'est véritablement des étrusques qui sont là? Très probablement la signature de gens d'étrurie. Qui sont là. Qui sont là. C'est trop fort, ça. Et
Et vraiment, ça atteste la présence étrusque. C'est pas seulement des apports, c'est une présence. Parce que l'écriture, ça s'apprend pas aussi vite que ça. Parce que c'est des choses qu'on ne trouve jamais en Gaule ailleurs, ça. Il reste un point crucial à vérifier. Les amphores de l'épave sont-elles de même nature que celles des magasins étrusques de Latte? Ah, voilà. Le problème avec les épaves, c'est que les amphores sont entières, alors c'est plus lourd. Oui, plus entières et plus lourd. Et donc on a vraiment l'impression qu'on pourrait débarquer ça, on pourrait refaire quasiment le moi, geste. c'est des modèles assez pensus. Toi, tu as les deux, tu as aussi des modèles fuselés. Oui, il y a des modèles un peu plus fuselés. D'accord. Alors, visiblement, la pâte a l'air de ressembler assez. Ouais. Donc là, c'est foncé, et on le retrouve ici aussi. Ouais. Et c'est quand même assez caractéristique. Exactement. C'est rouge-brun. C'est le type 4 canonique, c'est les plus fréquentes. Bon, alors, les fouilles de Latte apportent aussi à Luc une réponse à la question des mystérieux bassins en bronze de l'épave. Les mêmes bassins ou des bassins très proches que ceux de l'épave, si j'ai bien compris. Effectivement, il y a peu de doute, en fait, même si ceux-là sont corrodés. C'est des bassins en bronze qui sont utilisés pour la boisson. Et c'est l'équivalent d'un gros tasse de vin ou d'une coupe à boire, en fin de compte. Et alors, ils buvaient le vin avec ça. Et voilà, ils buvaient le vin dans ces récipients. Ils pouvaient probablement se le faire passer, vu que c'est des récipients d'assez grande contenance. Et ça montre en fin de compte que ces Étrusques n'ont pas uniquement diffusé le vin en Gaule méridionale, mais ont également diffusé la manière de boire le vin. Et ça, c'était intéressant. L'amphore, une fois qu'elle était bue, elle était jetée, c'était un récipient, un emballage perdu. Autant ces vases, visiblement, les Gaulois, quand ils avaient ça, ils avaient des vrais biens de prestige. On les retrouve non pas dans l'habitat, jamais en fouille, on retrouve de fragments de ce type de récipient, on les retrouve dans les tombes, c'est-à-dire que visiblement, on voulait se faire enterrer avec quelque chose qui symbolisait l'accès à la boisson. Et sur place, tout le monde ne devait pas avoir droit à ce type de récipient. Si vous en avez une quarantaine dans le bateau, on va dire des gens qui pouvaient consommer de la manière étrusque. Luc est désormais persuadé que le navire est un témoin de l'intense trafic qui acheminait du vin de Caéré vers cette Gaule languedocienne pour laquelle il semblait avoir une grande valeur. Quand on regarde le schéma général des importations, on voit que parmi les produits que proposaient les Grecs et les Étrusques, seuls le vin et les services à vin intéressaient les Gaulois. Avant l'apparition de l'argent et du travail rémunéré, une des seules façons de mobiliser un grand nombre de personnes autour d'une tâche spécifique, comme construire une maison, un rempart ou une route, c'était de les convier à une grande fête. Alors, quand on commence à considérer l'alcool sous cet aspect-là, c'est-à-dire politique et économique, on comprend mieux la logique sociale qu'il y a derrière cette boisson. Le vin avait probablement un degré d'alcool plus élevé que les bières indigènes, ce qui veut dire que ses propriétés psychoactives augmentaient considérablement son pouvoir d'enivrement, qui est souvent très important dans les rituels. Et puis il y avait aussi l'exotisme du produit lui-même, le fait que c'était une boisson qui venait d'ailleurs et dont on ignorait les secrets de fabrication. Après 10 mois d'enquête, Luc Long a de nouveau rendez-vous avec l'épave. L'objectif est cette fois de déterminer si sous les couches d'amphores laissées dans le sable, des restes de la coque du navire sont encore présents, après 2600 ans. L'atmosphère est tendue car l'enjeu est colossal. Aucune structure de navire étrusque n'a jamais été découverte. Pour Luc et son équipe, la mission est simple. Il leur faut creuser un puits dans la vase et dégager progressivement les couches d'amphores sur une petite surface pour peut-être parvenir à la coque. Si les bois du navire se sont conservés, ils pourraient permettre de faire la lumière sur un pan entier de l'histoire perdue des Étrusques.
Les Étrusques avaient un système pour prévoir l'avenir de leur propre société. Combien de temps elle durerait sur Terre. Ils calculaient quelque chose qu'ils appelaient « secula » en latin, qu'on pourrait traduire par « grande génération ». Les Étrusques pensaient qu'en ce qui les concernait, il n'y aurait qu'un certain nombre de générations, après lesquelles il n'y aurait plus d'Étrusques. Le nombre de ces générations varie entre 8 et 10 selon les sources. Il semble situer la fin de ces générations à peu près à l'époque d'Auguste. Ce qui est un fait remarquable parce que lorsqu'Auguste arrive au pouvoir en Italie, les Étrusques en tant que nation ont pratiquement disparu. Dans un sens, ils avaient vu juste. Le 11 août, sous au moins 4 couches d'amphores, une membrure apparaît. Le navire est bien là, par 60 mètres de fond, qui attend depuis son tragique naufrage il y a 2600 ans que des hommes le retrouvent. Il est là, encore prisonnier de la gangue de vases qui l'étreint. Ses dimensions en font un géant des mers de son époque, plus de 20 mètres de long pour 7 de large. Ce n'est donc qu'une petite partie de sa cargaison qui a été explorée. Mais il devra attendre encore pour achever de livrer ses derniers secrets, car pour Luc Long, c'est un autre combat qui commence. Pour pouvoir mener à bien la totalité de cette fouille, des moyens gigantesques vont devoir être trouvés. Sans nul doute, l'épave du Grand Ribaud, désormais baptisée Pagros, recèle encore bien des trésors. Elle apportera probablement d'autres réponses aux multiples questions que nous pose encore la civilisation étrusque. Mais ça c'est une autre histoire.